Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour Arlande. Bonjour. Je vais vous présenter. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau Face à l'expert plus. Je redonne 2-3 éléments. Le Face à l'expert a vocation de se dérouler 2 fois par mois. C'est un moment où on peut aborder des sujets généraux utiles au développement de vos entreprises, de vos projets, mais on peut également avoir des Face à l'expert plus spécifiques. Et donc, au fur et à mesure que nous annoncerons le programme, je vous invite à ne pas hésiter à vous y inscrire si cela vous intéresse. Je suis Yannick Eudes, je suis responsable du développement économique. Je travaille pour Citia à Annecy et je vous remercie donc de votre participation. Et je vais animer ce webinaire. Le webinaire est organisé par Citia. C'est un pôle d'excellence, avant tout organisateur à Annecy du Festival international du film d'animation et du marché du film d'animation, le MIFA. Cet événement se déroule très prochainement, du 14 au 19 juin. Ce sera dans une formule hybride, étant donné la situation sanitaire. C'est également un pôle d'excellence en charge du développement économique de la filière image et industrie créative en Haute-Savoie. Et c'est dans ce cadre donc, que nous vous accueillons aujourd'hui virtuellement au Papeterie Image Factory, le lieu totem donc, de la filière image et industrie créative à Annecy. Aujourd'hui, le Face à l'expert plus porte sur le statut d'artiste-auteur. Donc, notre experte, Lucille Vastrou, expert comptable chez Pyramide Conseil associé à Arlande Carnot, pardon, j'ai écorché votre prénom, du cabinet Pyramide Conseil, vont toutes les deux animer ce Face à l'expert plus. Si vous avez donc des questions juridiques, des questions sociales, comptables, eh bien, ces deux personnes se feront un plaisir d'y répondre. Avant de leur donner la parole, donc un petit déroulé. On a pour 30 ou 40 minutes de présentation, suivi d'une dizaine de minutes de questions et de réponses. Vous pouvez, pendant la présentation, vous présenter sur le Q&A, donc le chat, des questions et réponses, et poser donc ces questions que je poserai donc à la fin, ou si c'est utile, pendant la présentation. J'indique également que vous aurez un replay qui vous sera directement envoyé à tous les participants et qui sera repris sur le site internet des Papeteries Image Factory ainsi que sur les réseaux sociaux. Lucille, Arlande, c'est à vous, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce Face à l'expert et puis vous parler un petit peu du statut d'artiste-auteur, en général, de vous éclairer un petit peu sur ce statut particulier. Donc, on va aborder 4 points. Premièrement, qui c'est qui peut prétendre à ce fameux statut d'artiste-auteur? Quel statut on peut adopter quand on fait partie de cette catégorie? Qu'est-ce qu'il en est des charges sociales? Et enfin, on abordera la question de la TVA. Donc, je vais commencer donc par le premier point. Donc, qui peut prétendre justement à ce statut d'artiste-auteur qui est un statut particulier? Donc, ce régime a été conçu pour tous les indépendants qui exercent une activité dite créative, que ce soit dans le domaine littérature, la danse, le théâtre, la musique, les arts graphiques et plastiques, bref, tous les créateurs. Attention, il n'a pas été mis en place pour tous les techniciens ou encore les exécutants, tout comme les acteurs, les chanteurs, les danseurs, les musiciens qui, eux, relèvent du régime des intermittents. Donc, attention à bien faire cette distinction. Voilà. Vous pouvez être considéré comme artiste-auteur dans 2 situations. Premièrement, vous vendez une œuvre originale unique qui n'existe qu'en un seul exemplaire ou en quelques exemplaires et qui vont différer les uns des autres de par leur processus de création. Deuxième situation, vous êtes propriétaire de votre œuvre et vous percevez des droits d'auteur pour sa commercialisation par un tiers. Enfin, depuis le 1er janvier 2021, il y a eu quelques petites modifications sur ce statut d'artiste-auteur. Il y a eu d'autres catégories qui ont été rajoutées. Il y a les ventes, notamment d'œuvres originales via un financement participatif, voilà, le fameux crowdfunding. Et enfin, la vente de reproduction d'œuvres par un artiste qui en assure lui-même la diffusion. Et enfin, l'obtention de bourses de recherche suite à la participation d'un concours. Ça, c'est les nouveautés de l'année 2021.
Enfin, il y a ce qu'on appelle les activités accessoires de l'artiste-auteur. En effet, un artiste-auteur, il a le droit de percevoir une rémunération pour des activités qui sont dites accessoires, en plus de ces activités purement artistiques. La nouveauté de l'année 2020, c'est que ces activités accessoires sont désormais chiffrées par rapport à la valeur du SMIC horaire. Et elles ne doivent pas dépasser 1200 fois la valeur du SMIC horaire. Donc, pour 2020, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 12 300 €. Forcément, toutes les années, ce montant varie vu que le SMIC est réévalué. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ces activités dites accessoires? Donc, ça peut être des rencontres publiques, des débats, mais également des cours que l'artiste-auteur peut donner dans son atelier ou dans son studio, des ateliers artistiques ou des ateliers d'écriture qu'il anime, ou éventuellement la participation ponctuelle à la conception de l'œuvre d'un autre artiste. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Arlande pour le statut à adopter lorsqu'on est artiste-auteur. Donc, quand vous êtes donc artiste-auteur, si vous pouvez retrouver tout ce que vous indique Lucie, vous avez aussi des fiches pratiques sur le site de la Maison des Artistes. Voilà, par rapport à votre métier, vraiment, il existe voilà, une base de données importante sur le site de la Maison des Artistes. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Au niveau du statut, donc on se pose souvent la question de quel statut quand on va se créer. Aujourd'hui et depuis quelques années, le statut des micro-entrepreneurs a pris beaucoup d'ampleur et on va souvent directement vers ce statut qui est très simple. Alors voilà, on entend beaucoup parler de sa simplicité à le créer et de sa simplicité au quotidien, puisque c'est des déclarations voilà, mensuelles, trimestrielles. Après, quand on est artiste-auteur, il y a un vrai avantage déjà, normalement, c'est une obligation quand on vend des droits d'auteur ou des œuvres. Donc, c'est une obligation. Normalement, vous n'avez pas le droit de monter un statut micro-entrepreneur. On est vraiment sur ce statut artiste-auteur. Et du coup, qui est lui aussi assez simple à monter. Donc, il s'agit juste d'une T0 sur le site CFE. Il y a des réels avantages à ce statut. Puisque du coup, vous êtes affilié au régime général de la sécurité sociale, donc il vous donne les mêmes droits de sécurité sociale qu'un salarié, et vous avez un autre avantage financier qui est de ne pas cotiser à la CFE, la cotisation foncière des entreprises, donc qui est exonérée pour les artistes-auteurs. Donc là, voilà, c'est intéressant au moment où vous montez ou même voilà, les premières années en tout cas, de bien de prendre rendez-vous. Voilà, il y a des rendez-vous conseils, mais c'est important en fait, des fois en amont, de voir où se situer pour justement se rendre compte des différents taux et qu'on puisse aiguiller dans le régime le plus favorable. Donc, ce régime des artistes-auteurs, il y a eu aussi des changements. Voilà, 2019-2020, vous avez dû entendre parler de la Maison des Artistes et de l'AGSA, ça a été modifié puisque le recouvrement des cotisations aujourd'hui se fait par l'URSSAF. Donc, on revient puisque l'URSSAF gère le recouvrement des cotisations en France pour un certain nombre de régimes. Donc là, ça a été décidé au niveau du gouvernement qu'ils allaient reprendre également le recouvrement des cotisations pour les artistes-auteurs. Mais vos organismes de tutelle restent quand même donc l'AMDA et l'AGSA qui gèrent votre affiliation. Donc, on ne les voit pas forcément passer après quand on se crée dans les documents et compagnie. Vous n'avez plus de numéro. Avant, c'était obligatoire d'avoir un numéro AMDA ou AGSA. Il n'existe plus, mais ces organismes existent toujours. Après, aujourd'hui, donc l'URSSAF a repris le recouvrement des cotisations. C'est votre principal interlocuteur. Voilà, avec un site en ligne qui est très pratique, il y a pas mal de possibilités. Et au niveau du recouvrement des cotisations, ça a un petit peu changé aussi au niveau des bases. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et du coup, je laisse la parole à Lucie qui va justement parler plus en détail de ces cotisations sociales. Oui, donc les charges sociales des artistes-auteurs, elles sont… Oui, pardon. Non, je disais, donc, pour s'inscrire, on s'inscrit auprès de l'URSSAF? C'est ma question. Oui, maintenant, c'est l'URSSAF, voilà, oui. On s'inscrit sur un site qui s'appelle CFE URSSAF. Ouais. Donc c'est le Centre de formalité des entreprises, CFE, ça veut dire. Qui reprend tout et ensuite qui va dispatcher les informations
et bien sûr qu'il va les dispatcher à la maison des artistes, à la GSA, enfin voilà, en fonction, et à l'URSSAF également. Et après, l'artiste-auteur n'aura des nouvelles que de l'URSSAF. Voilà, parce que maintenant, Maison des artistes et AGSA sont gérés par l'URSSAF Limousin. Il y a plus deux institutions qui existent. Voilà, c'est regroupé au sein de l'URSSAF Limousin. C'est la MDA ou la GSA qui fera. Alors, vous pouvez avoir des contacts avec eux. Ils font un petit contrôle sur justement l'activité, puisque bien sûr, ce régime social, donc comme on vous le disait, avantageux, n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut bien rentrer dans les cases de la création de ce qu'on vous a indiqué au début de notre présentation. Donc, eux regardent si la vraie question, c'est de savoir si on est véritablement dans cette case d'artiste-auteur et en effet se poser toutes ces bonnes questions en amont et voir les spécialistes comme vous êtes pour pouvoir savoir si on peut prétendre à ce statut ou pas avant de s'engager dans une déclaration. J'en profite pour vous dire qu'on vous met les sites dont vous nous parlez au fur et à mesure sur le chat, comme ça chacun d'entre vous. En fait, il y a des spécificités en fonction de votre âge, en fonction de si vous êtes demandeur d'emploi. Il peut y avoir des avantages, certains avantages d'un côté de l'autre, du micro-entrepreneur ou de la maison des artistes. Donc, c'est pour ça que parfois, 1 heure de conseil, alors ça peut vraiment aiguiller dans le bon sens, quoi. Donc, c'est intéressant de le savoir. Donc, on retient cela pour l'instant. En effet, 1 heure de conseil est peut-être utile en amont pour savoir dans quel cas exactement et si c'est la meilleure case que de choisir ce statut ou un autre. Voilà. Tout à fait, parce qu'effectivement, les charges sociales des artistes-auteurs, elles sont intéressantes financièrement parce qu'elles sont beaucoup moins coûteuses que pour les autres régimes, alors qu'elles assurent le même niveau de protection. C'est important. Dans ce sens-là que le statut d'artiste-auteur, il est intéressant. Donc, c'est vrai que comme disait Arlande, on est souvent maintenant l'auto-entreprise, on est tenté de créer un statut d'auto-entrepreneur parce que c'est extrêmement simple, hein, c'est même beaucoup plus simple que créer un statut d'artiste-auteur. Mais pourtant, on va se retrouver à payer des cotisations sociales plus importantes que le statut d'artiste-auteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce piège-là. Historiquement, ces cotisations sociales sont peu importantes parce que l'artiste-auteur était considéré comme une personne à un statut un petit peu précaire. Donc, l'État avait voulu faire un geste en octroyant un niveau de cotisation plus faible que les autres régimes, tout en leur assurant le même niveau de protection. Voilà. Après, le calcul de ces fameuses charges sociales vont dépendre justement de votre régime fiscal. Donc, le premier cas, c'est que vos revenus artistiques ils sont soumis au régime des bénéfices non commerciaux. C'est la situation par défaut pour tous les artistes-auteurs. Et dans ce régime des bénéfices non commerciaux, il y a 2 possibilités. Donc, soit d'être au régime du micro-BNC, comme on appelle, si on a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 70 000 €. Dans ce cas-là, c'est un abattement forfaitaire de 34% qui s'applique sur le chiffre d'affaires. Donc là, on ne tient pas compte de vos charges au réel, hein, c'est vraiment un abattement forfaitaire. Donc ça, il faut aussi regarder si soit on est gagnant ou pas. Effectivement, je peux avoir un chiffre d'affaires qui est inférieur à 70 000 €, mais des charges qui sont importantes. Pourquoi? Parce que je suis dans le début de mon activité, que j'ai pas mal de frais. Et donc, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux opter pour ce qu'on appelle le régime réel, BNC. Donc là, qui est de droit lorsqu'on a un chiffre d'affaires de plus de 70 000 €, mais qui peut être quand même adopté quand on a un chiffre d'affaires inférieur. Et donc là, on est soumis ce qu'on appelle à la déclaration contrôlée. Et donc, on déduit ces charges au réel. Voilà. Pour calculer ce qu'on appelle un revenu imposable, donc produit moins charge, ça me donne un revenu imposable. Et c'est sur ce revenu imposable-là que vont être calculées les fameuses charges sociales. Voilà. Voilà comment ça se passe. Et enfin, le deuxième cas, c'est lorsque vos revenus artistiques sont assimilés à des traitements et salaires. C'est le cas des auteurs qui perçoivent des revenus liés à leurs droits d'auteur lorsque ces revenus sont versés par les maisons d'édition. Et donc, dans ce cas, ce sont les diffuseurs qui vont effectuer des déclarations trimestrielles auprès de l'URSSAF pour régler ces fameuses cotisations sociales. Donc, elles sont réglées sous la forme de ce qu'on appelle un précompte. Donc, elles sont finalement prélevées à la source. Donc, l'artiste-auteur n'a pas à s'en occuper.
Voilà un petit peu les maisons d'édition, on en parle. La SACEM, par exemple, fait partie de ces maisons dont tu tout parles. à fait. C'est la plus, oui, tout à fait. Voilà le cas. Un artiste qui, par exemple, a conçu une œuvre qui après est diffusée sur les radios, il va avoir régulièrement des droits d'auteur qui vont être versés par la SACEM. Et dans ce cas-là, il n'a pas à s'occuper de ses cotisations sociales. Elles lui seront retirées d'office et elles viendront s'imputer en plus directement sur sa déclaration d'impôt sur le revenu en traitement et salaire. Voilà. Après, nous, c'est pas un régime qu'on va vous conseiller, le traitement et salaire. Enfin voilà, on va plutôt vous conseiller de vous inscrire, d'avoir un numéro SIRET pour faire vos propres factures. Après voilà, c'est des cas vraiment un petit peu à part, les traitements et salaires, mais en tout cas, en création, on va plutôt vous conseiller, voilà, sur mettre en BNC, donc les bénéfices non commerciaux. Et après, en fonction de la même manière de votre niveau de charge. Donc, pareil, en création d'activité, si j'ai un petit conseil, c'est même si vous êtes en micro, donc normalement, vous avez un compte bancaire qui est dédié à votre activité. C'est de payer avec ce compte bancaire également toutes vos charges pour, à la fin de l'année, faire le point sur votre niveau de charge, en fait, tout simplement, pour savoir combien vous coûte, quelles sont vos dépenses au niveau de votre activité. Les dépenses en termes d'activité, c'est toutes les dépenses qui sont vraiment liées professionnellement. Voilà. Après, il n'y a pas une liste exhaustive. C'est vraiment les choses qui sont liées, donc toutes les charges sociales et les frais divers que vous pourriez avoir qui sont liés à cette activité. Voilà, vous bien regarder quel est le régime le plus favorable entre le micro ou le réel. Pourquoi pas au début prendre un régime micro qui est plus simple en termes de gestion et puis faire le point chaque année parce que la situation elle peut aussi changer et puis pouvoir basculer dans l'autre régime si c'est plus favorable. Et effectivement, le côté traitement et salaire, c'est plutôt particulier comme tu le disais Yannick sur les droits SACEM, etc. Voilà. Il est facile de changer parce que tu dis on choisit un régime et puis après on peut s'adapter. C'est facile de changer de régime? C'est à l'année civile déjà qu'on changera. Voilà. Et ensuite, oui, c'est très simple de changer. Et puis une lettre d'option au centre des impôts. Voilà. Mais voilà, il faut s'y prendre au mois de janvier en général de l'année civile. Voilà, pour pouvoir prévenir l'administration fiscale. Donc, comme on parle d'administration fiscale, je ne sais pas s'il y a des questions. On va avancer sur. On n'a pas de questions sur l'administration fiscale, mais je note donc et je répète donc il faut se poser la question plutôt en début d'année, en janvier, si on souhaite changer de régime. Donc échanger éventuellement avec un expert comptable comme vous êtes pour pouvoir avoir les réponses aux questions qu'on se pose. Voilà. Après, voilà, soit faire appel à un expert effectivement, soit après simplement en fait. Pour calculer son niveau de charge, on prend le montant de ses charges annuelles, la somme globale, et on fait un rapport entre ces charges globales divisé par les recettes encaissées dans l'année. Si ce taux de charge, il est le taux, donc ça vous donne en faisant cette opération, il est supérieur à 34%, ben vous aurez un avantage à passer en réel, en déclaration contrôlée, puisque bien sûr, le plus intéressant, c'est de minimiser sa base fiscale, hein, parce que derrière, on va calculer donc ses impôts et ses cotisations sociales sur cette base fiscale. Et si, contrairement, voilà, et si ce ratio est inférieur à 34%, alors on a intérêt à rester dans ce régime du micro-BNC, puisque du coup, l'abattement forfaitaire est plus avantageux pour nous. Voilà, j'espère que c'est clair. Ouais, j'espère qu'on n'a pas trop compliqué. C'est toujours, je pense que pour tout à chacun, et peut-être quand on est artiste, c'est toujours un petit peu plus compliqué de ces éléments comptables, c'est votre domaine, mais et c'est bien pour ça que on fait aussi ce face à l'expert, et c'est aussi pour cela qu'il y a des sessions de rendez-vous individuels, par exemple avec vous, ou auprès d'autres organismes. Donc, ne pas hésiter aussi à faire appel au conseil des experts, quels qu'ils soient. Je pense que c'est souvent, on a besoin de ces guides. Donc, c'est ce que j'invite à faire. Et ça permet aussi de se concentrer sur son activité d'artiste ou d'auteur. C'est là où, en général, on est meilleur. Donc, ne pas hésiter. N'hésitez pas également à poser des questions sur le Q&A. Comme ça, je les relayerai.
Oui, parce que c'est un statut qui est très intéressant, donc c'est dommage en fait de ne pas en profiter pleinement. Voilà. Il est assez méconnu en effet, voilà, en effet. Mais parfois, oui, effectivement, avoir quelques heures de conseil, ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais ça permet de se poser un peu sur son activité, de voir les chiffres, enfin voilà, de prendre les bonnes décisions, effectivement, soit avant, soit pendant. Enfin voilà, c'est vraiment de se poser un petit coup sur son activité pour se rendre compte, voilà, des tenants, des aboutissants. Donc, on a parlé des charges sociales. Le temps passe. Donc, quid de la TVA, puisque c'est la question posée sur cette slide. Oui. Alors, au niveau de la TVA, donc après, la TVA va… donc, on vous parlait tout à l'heure du régime des traitements et salaires. Donc, en traitement et salaire, normalement, la TVA va être gérée par vos diffuseurs. Comme on le disait, il y aura précompte de vos cotisations sociales. Ils vont également faire des retenues à la source au niveau de la TVA. Donc, voilà, pas de problème à ce niveau-là. Au niveau BNC, après, vous aurez, donc, dans un premier temps, vous allez en général démarrer votre activité en franchise de TVA. On appelle la franchise, ça veut dire qu'il y a un petit article à rajouter sur sa facture que vous retrouverez facilement, mais en tout cas, vous ne facturez pas de TVA et vous n'en déduisez pas. Donc, la TVA est neutre pour vous, vous allez la payer à votre fournisseur, mais vous n'en facturerez pas à votre client. Donc, rien à faire, voilà, uniquement une petite mention sur sa facture. Ensuite, si vous êtes un artiste ou qu'il y a des seuils particuliers pour la vente d'œuvres, donc le seuil pour être soumis à la TVA, il faut dépasser le seuil de 44 500 € annuellement de recettes, de chiffre d'affaires. Donc, à ce moment-là, si au cours de l'année, si ça vous arrive en cours d'année, il faut prévenir l'administration fiscale de la même manière, par un courrier. On les appelle, l'administration se rend disponible et répond à vos questions en général. Et à ce moment-là, donc en cours d'année, en cours de mois, en fait, ça se fait. Donc, on commence à mettre de la TVA sur le mois en cours, sur les factures. Et à ce moment-là, on va commencer à faire des déclarations de TVA. Donc là, quand vous commencez à être dans ce niveau-là d'activité, en général, voilà, pareil, faire appel à un expert qui s'occupe de tout ça, ça vous permet de passer plus de temps sur votre activité. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais après, c'est vrai que voilà, vous pouvez également le faire. Une déclaration de TVA, c'est pas non plus très très compliqué. Après, ça prend du temps là où vous avez autre chose à faire. En tout cas, gardez ce montant en tête, le 44 500. Vous entendrez aussi parler d'un montant plus faible, c'est autour des 35 000 €. Ça, c'est pour les prestations de services. Donc, si voilà, il y a des graphistes, enfin, voilà, il y a des seuils un peu différents en fonction des activités, puisque c'est plutôt le régime fiscal, là, ce qui est compliqué, voilà. Donc, il faudra, faites attention quand vous dépassez un certain niveau d'activité, puisqu'il faut que vous affiliez à la TVA et réaliser des déclarations. Donc, ces déclarations de TVA, après, vous choisissez un petit peu le régime qui vous convient. Ça peut être des déclarations trimestrielles, des déclarations mensuelles, ou voilà, aussi des déclarations annuelles avec un système d'acompte dans l'année. Mais voilà, là, ça devient quand même un petit peu plus technique en gestion de dossiers et de quotidien. Donc voilà, j'ai une question. Oui. On a une question. Que se passe-t-il si ce dépassement n'intervient qu'une seule année exceptionnellement? Donc, on est dans le cas où on était en deçà des 44 500. Une année, tout d'un coup, on passe largement au-dessus des 44 500. Puis finalement, les années qui vont suivre, on sera de nouveau en deçà. Est-ce qu'on peut revenir ou est-ce qu'on est coincé? Non, on peut revenir. Oui, on peut revenir. Mais après, il faudra refaire des années voilà, en dessous, effectivement, pour repasser et revenir en franchise de TVA. Après, ce qui Un courrier aussi auprès de de la même manière auprès du service des impôts. Après, la difficulté avec la TVA, c'est quand vous facturez des professionnels, quand vous facturez des sociétés, elles ne sont pas impactées par la TVA, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la TVA, c'est vraiment pour le consommateur final. Donc, une entreprise, ça n'a pas d'impact pour elle, la TVA. Donc, si vos clients, c'est des entreprises, des sociétés privées,
il n'y a pas vraiment, enfin, c'est plutôt intéressant de facturer de la TVA parce que derrière, vous allez également la récupérer. Après, par contre, si vous facturez plutôt du particulier, des associations ou même du public, c'est peut-être un peu plus pénible là d'avoir de la TVA. Mais sinon, voilà, enfin, ça dépend aussi en termes de TVA. Il y a des avantages, des inconvénients et ça va là plutôt dépendre de votre propre clientèle. Donc, c'est aussi très, très lié à votre activité. Voilà au niveau de la TVA. Donc, après, autre question qui m'est posée. Alors, ouais, on a des petits décalages, donc ne vous inquiétez pas pour les uns les autres. Donc, j'ai une autre question. Donc, je suis un petit distrait et j'ai oublié de déclarer ce dépassement, donc au-delà des 44 500. Quelles sont les conséquences? Ça sent le vécu, là. Ah, peut-être. Et bah après l'administration fiscale ne contrôle pas forcément. Donc, ça veut dire que peut-être la personne, elle a fait plus et après, elle est revenue. S'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de, voilà, il y a pas forcément de conséquences. Après, ça peut être lourd de conséquences puisque du coup, ça peut vouloir dire que si l'administration fiscale se rend compte, ça veut dire que les factures qui ont été faites sans TVA l'année suivante pourraient être retoquées et on pourrait lui redemander de verser la TVA sur toutes les factures qui ont été effectuées. Depuis le dépassement, ouais. Oui, depuis le dépassement. Donc, ça peut quand même chiffrer. Oui, c'est peut-être mieux de toujours, par rapport à l'administration fiscale, quand soi-même, on prend la décision de rectifier son erreur, ils sont beaucoup plus cléments que s'ils s'en aperçoivent, clairement. Ça vaut peut-être le coup de se pencher sur… Après, toujours pareil, ça s'élève à combien? On parle de combien de montant de chiffre d'affaires? Voilà, ça mérite peut-être de regarder un petit peu les chiffres et puis de voir de quoi on parle. Ouais. Si c'était il y a 3 ans, bah voilà, on va pas rappeler l'administration fiscale pour leur en parler, mais si c'était l'année 2020, bah là peut-être qu'il faut quand même s'y pencher, ouais. Voilà, surtout qu'en plus une année de dépassement, on se dit que l'année d'après on va pas dépasser, mais en fait ça veut quand même dire aussi un niveau d'activité plus important. Alors parfois il y a de l'exceptionnel, mais en général ce niveau d'activité il est quand même il reste dans le temps. Donc, en général, on va dépasser pas qu'une année, en fait, on va dépasser les années suivantes également. Donc, autant se mettre dans les clous une bonne fois pour toutes et faire partir du bon pied, quoi. L'administration fiscale, il existe un droit à l'erreur, elle n'est pas là pour voilà. Sanctionner tout le temps. Hein, voilà. Donc, il faut prendre contact avec eux et partir. Voilà. C'est vrai, il faut pas hésiter à prendre contact. En général, c'est vrai qu'il y a le droit à l'erreur et c'est de plus en plus quand même respecté ce droit à l'erreur. Donc, oui, tout à fait. Après, donc au niveau des taux de TVA, on vous a rappelé voilà, les taux en vigueur. Donc effectivement, je vous parlais de soumettre vos factures à la TVA. Donc en plus, les artistes-auteurs, quand ils facturent une œuvre d'art, une œuvre originale, donc ils ont droit à un taux qui est le taux minimum, enfin voilà, qui est de 5,5. Donc c'est quand même un taux qui est très faible. Ensuite, on a un taux à 10% pour la cession des droits d'auteur. Et ensuite, on aura le taux de droit commun, le 20%, voilà, pour les autres prestations. Donc ça, c'est au niveau de la TVA. Voilà, quand vous en êtes au niveau de TVA, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelqu'un avec soi pour faire le point aussi, de dire à quel taux je suis assujetti pour ne pas faire de bêtises. Pas hésiter aussi à se doter d'un logiciel de facturation. Éviter à tout prix les factures Word sur des Excel parce que c'est sujet à des erreurs. Il y a des mentions obligatoires qui sont sur les factures. Et un logiciel de facturation, aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, il ne faut surtout pas faire cette économie-là, qui serait une très mauvaise stratégie parce qu'en cas de contrôle fiscal, ça peut arriver, c'est des choses qui sont automatiquement vérifiées et voilà, c'est très bête d'avoir un redressement pour ça. Il y a des petits logiciels qui question pratico-pratique. Un logiciel de facturation, ça ne coûte pas grand-chose. Tu as une fourchette? Oui, c'est entre 150 et 180 euros hors taxe par an. D'accord. On est sur du 12-15 euros par mois. Voilà, ça simplifie la vie, parce que du coup, enfin, si vous ça sécurise en fait, surtout. Des devis qui vont transformer en facture. Enfin, voilà, c'est une base de données clients également. Vous avez les coordonnées de tous vos clients qui sont repris automatiquement dans une facture
vous cherchez à le sélectionner. Voilà, c'est effectivement parfois ce que les artistes-auteurs n'apprécient pas, c'est que c'est un carcan. Enfin, souvent, ces logiciels sont un peu bornés. Voilà, mais dites-vous que les artistes-auteurs, c'est aussi une représentation, hein, la facture. Après, dites-vous que c'est plutôt les services comptables qui vont les lire, ces factures. Donc, voilà, elles sont pas obligées d'être belles. Alors, il faut faire un document propre et nickel, mais c'est vrai que le fait parfois de le passer par un logiciel, ça montre une professionnalisation également, quoi. Ça montre que l'administratif est géré et comme il faut. De manière sérieuse, il ne faut pas oublier que c'est un document qui vous communiquez, voilà, avec les tiers. Donc, c'est quand même quelque chose, voilà, qui du coup donne des informations sur votre façon d'exercer, sur tout ça. Donc, effectivement, comme disait Arlande, c'est un côté professionnel. Quand on voit des factures un petit peu faites sur des Word, Excel, ça donne pas forcément. Ça peut aussi ne pas donner trop confiance. Donc, voilà, pas oublier que la facture, c'est quand même un document de communication. Voilà, qui doit être formalisé et puis dégager du sérieux, voilà, et des bonnes connaissances, on va dire, administratives. C'est bien de le rappeler. Continuons, voilà. Donc, il est 9h30, il faut qu'on avance un petit peu. Donc, je vous laisse. Alors, nous, on est arrivé à la fin de notre présentation. La suite. On est arrivé à la fin de notre présentation. C'était, voilà, la TVA, c'était le dernier point. Voilà, un petit peu du statut d'artiste-auteur. On a essayé de faire quelque chose de général. On n'est pas rentré dans les détails des taux de cotisation, etc. Mais ne pas hésiter à nous solliciter après si besoin. Alors, donc, je rappelle que de toute façon, un certain nombre de cases de rendez-vous individuels ont été fixées, hein, donc pour certaines et certains d'entre vous, que de toute façon, Lucille, nous travaillons régulièrement ensemble et donc d'autres phases à l'expert en rendez-vous pourront exister et donc permettre des rendez-vous. Et puis de toute façon, vos coordonnées, vous allez laisser vos coordonnées et donc on les transmettra et ça permettra, vous pouvez toujours à tout moment, on peut toujours vous contacter pour aller un peu plus loin. Et puisque je parle de vous, on disait donc en conclusion, finalement, prendre 1 heure de conseil avec un expert comptable et se poser vraiment la question si c'est le bon statut, si celui-ci est intéressant, c'est quand même le conseil principal que l'on donne, sachant qu'en effet, si j'ai bien résumé et compris ce que vous disiez, ce statut est fortement intéressant du point de vue des charges sociales. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors justement, avons-nous d'autres questions? Vous parliez au début d'activités secondaires. Doivent-elles être déclarées différemment? Alors au début, on parlait d'activités accessoires et pas d'activités secondaires. N'hésitez pas à revenir sur les slides si nécessaire. Oui, on va vous la remettre si vous voulez. C'était bien les activités accessoires. Donc il y a pas d'obligation de monter un autre statut pour ces activités accessoires. C'est là. C'est bien grâce à votre régime social artiste-auteur que vous avez droit de réaliser ces activités accessoires. Donc, ce régime, vous avez remarqué, donc il est avantageux, mais c'est aussi un carcan quand même avec certaines obligations. Mais la Maison des artistes avait ouvert ce régime, du coup, à quelques activités accessoires. Donc, précédemment, Lucille vous parlait des nouveautés. Avant, ces activités accessoires, c'était un nombre d'ateliers par an. Donc, l'atelier, c'était que l'artiste recevait des élèves chez lui. Enfin, voilà, c'était très normé. Ils ont un tout petit peu ouvert avec un certain nombre de nouvelles activités accessoires, transmission du savoir, participation à la conception et développement d'un autre artiste-auteur, représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel. Et ce qui a changé, c'est cette limite de 12 300 €. Après, là, la question sur les activités secondaires, bien sûr, si vous avez 2 typologies d'activités et que donc l'une rentre dans le champ des artistes-auteurs et l'autre non, vous devrez monter, donc ça veut dire créer, s'enregistrer avec deux régimes sociaux différents, bien sûr. Et là, pareil, ça devient un peu technique, donc c'est compliqué d'avoir des informations à ce niveau-là, puisque les administrations, que ce soit les impôts ou l'URSSAF,
En fait, en France, il faut être en gros dans un seul régime parce que sinon, après, ça devient un petit peu compliqué. Donc là, pareil, n'hésitez pas si vous avez plusieurs activités, plusieurs typologies d'activités, qu'elles ne rentrent pas toutes dans le régime des artistes-auteurs, à prendre des rendez-vous, à poser des questions, voilà, dans le cadre de cet échange-là avec un expert comptable, puisque c'est particulier. Vous pourriez être amené à, oui, être artiste-auteur, mais également micro-entrepreneur. Voilà, après, c'est des montages particuliers, donc à se renseigner. Mais voilà, nous, on évoquait juste les activités accessoires. C'est vrai, il faut vérifier d'ailleurs souvent parce que là aussi c'est du vécu, c'est que l'URSSAF peut sur plusieurs types d'activités vouloir finalement tout remettre dans la même catégorie alors qu'il peut y avoir plusieurs catégories et veiller à ce que eux on l'enregistre correctement une fois qu'on reçoit les éléments. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Les administrations ne sont déjà pas très au fait alors du régime des artistes-auteurs. C'est l'URSSAF, voilà, par l'URSSAF Limousin, ils ne connaissent pas grand-chose. Et après, c'est aussi les administrations, les impôts peuvent vous dire mais non, il faut faire ça ou il faut faire ci. Voilà, se méfier un petit peu parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de tout. C'est une niche, donc du coup, nous, c'est vrai que pour nos clients, on veille à tout ça, on veille à ce que les administrations traitent correctement le dossier, mais comme tu disais, Yannick, c'est pas forcément toujours fait du premier coup. Voilà. Tout à fait. Il faut ramer un peu. Non, exactement, mais c'est important en effet de le dire. En effet, c'est souvent, on a tendance à croire que l'administration à laquelle on s'adresse, type l'URSSAF, elle connaît tout de A à Z. Et en fait, c'est faux. Elle connaît les grands régimes et en fonction en plus des personnes à qui on s'adresse, elle peut même nous dire mais non, ça n'existe pas. On peut avoir non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc en effet, faut pas se tromper d'expert. Je crois que si c'est un conseil qu'on peut donner, il faut pas se tromper d'expert. L'administration n'est pas l'expert. L'administration est là pour faire de l'administration. Donc il y a des experts qui sont là pour pouvoir vous répondre à vos problématiques. Tout à fait. Puis l'URSSAF du Limousin, c'est tout jeune en plus. Le regroupement AGESA, MDA au sein de l'URSSAF du Limousin, c'est tout jeune. Donc les collaborateurs ne sont pas forcément encore au fait de tout. Donc il faut un petit temps. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on veille particulièrement aux choses parce qu'il peut y avoir des couacs. Tout à fait. Après, la Maison des artistes a également un service. Voilà, vous pouvez poser des questions. Ils restent quand même disponibles les deux. Voilà, toujours. Après, je peux aussi vous indiquer, enfin voilà, il y a les syndicats qui existent, je ne sais pas si vous êtes en lien le CAP, la Ligue des auteurs, enfin voilà, il y a pas mal de syndicats auxquels vous pouvez aussi poser des questions si besoin. Ok, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je vous invite à mettre la slide sur laquelle vous vous présentez, comme ça chacun. Oui. Alors, on n'a pas mis nos adresses mail. Je suis en train de me rendre on peut les mettre dans le chat si on nous si nous les avons. Ouais. En fait, je regarde Cécile qui est à mes côtés et j'en profite pour la remercier car ce Face à l'Expert Plus n'existerait pas sans Cécile Schultis qui travaille à mes côtés à l'accompagnement économique. Et donc, c'est elle qui souvent répond à vos petites questions sur le chat. Voilà. Elle se fait discrète, mais elle est là. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, si vous souhaitez avoir nos coordonnées, elle pourra vous les communiquer. Elle a mon adresse mail et puis on est souvent physiquement présent aux papeteries, donc il ne faut pas hésiter non plus. Voilà, elle les a mis à venir nous voir. C'est une très bonne remarque. J'invite donc tous celles et ceux qui veulent venir aux papeteries. Il semblerait que la situation sanitaire va permettre un petit peu plus de mouvement. Et donc, il y a parmi ceux qui nous suivent des personnes qui sont déjà basées aux papeteries, mais d'autres peuvent y venir. C'est un lieu dans les d'autres questions, si ce n'est des remerciements. Alors, on a mis vos adresses email sur le chat. Donc, voilà, Lucille Vastrou et Arland et Carnot. Écoutez, je le rappelle également, donc l'événement est en replay. En tout cas, un replay va vous être envoyé à tous celles et ceux qui étaient inscrits directement. Et puis pour toutes celles et ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui avec nous, mais qui pourraient être intéressés, et je suis certain qu'il y a un certain nombre, eh bien, ils auront la possibilité donc de revoir ce replay sur nos réseaux.
Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à le diffuser de vos côtés. En tout cas, il y a pas mal de remerciements. C'est déjà une très, très bonne chose. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce Face à l'Expert Plus, qui est pas mal. On est dans les temps. On est même très bien. Donc, je vous remercie déjà, Lucille et Arlande. Certes, ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de parler de comptabilité, d'administration, et vous l'avez très bien fait. Donc, je vous en remercie. Et donc, je rappelle, vous êtes toutes les deux donc au cabinet Pyramide Conseil. Et donc, il suffit d'aller sur votre site également pour avoir d'autres informations. J'en profite donc pour remercier l'ensemble des participants et des participantes, évidemment. Donc, je redonne 2-3 éléments. Eh bien, évidemment, le Festival international du film d'animation, pour celles et ceux que ça concerne, qui se déroule du 14 au 19 juin. Ce n'est pas facile d'organiser un événement dans ces conditions, mais nous tenions absolument à ce que cet événement existe, et donc il sera dans une forme hybride, beaucoup plus online côté marché, mais il y aura quand même un certain nombre de professionnels présents, et c'est tant mieux. Également, nous serons, alors là, rien à voir avec le festival, mais nous serons également CITIA, dans le cadre du développement économique, présents dans le cadre des OSEAD, le 2 juin au Papeterie Image Factory. Donc, il y aura un webinaire pendant lequel un créatif nous donnera des conseils pour une communication engagée. Et puis, l'après-midi, donc ça, c'est le premier webinaire ce matin, il y aura une présentation des pépinières d'entreprise du Grand Annecy et une présentation de Lucille sur la façon dont vous pouvez faire votre passion une entreprise des industries créatives et culturelles. Donc, Lucille sera encore présente à travers donc les OSEAD. Et puis, les OSEAD, c'est 10 jours de rencontres organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie avec l'ensemble de ses partenaires. Moi, j'en ai fini. Donc, je vous laisse le mot de la fin, finalement, Lucille et Arlande. Écoutez, merci à tous, toutes les papeteries, pour cette organisation de ce rendez-vous face à experts. Ça a été un plaisir pour nous de vous donner des petits tips et astuces sur ce statut. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et puis, on est heureux d'enchaîner sur les rendez-vous des face à face. Donc, je vous dis à tout de suite pour ceux qui se sont inscrits. Merci à toutes les deux. À très bientôt. Au revoir.